Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre suivant, les supports techniques d'audit. L'auditeur utilise des outils lors de sa mission d'audit, qu'il soit interne ou d'audit financier. Toute mission d'audit recourt à ces techniques qu'on appelle les supports techniques d'audit. Nous allons limiter ce chapitre aux principaux outils utilisés par les auditeurs: l'observation physique ou l'inventaire des actifs. Deuxième technique, la confirmation directe par les auditeurs, par les tiers ou la sécurisation. La troisième technique, l'examen des documents internes créés par l'entreprise. Le quatrième outil, l'échantillonnage ou la technique de sondage. Et enfin, la cinquième technique, le contrôle analytique des comptes. L'auditeur utilise donc toujours des techniques variées afin de mener ses enquêtes et ses contrôles et de détecter les éléments nécessaires pour rédiger son rapport final. Grand 1, l'observation physique. On peut affirmer que cette technique est tout le temps utilisée par les auditeurs. Un auditeur commissaire aux comptes ne peut pas s'en passer de cette technique. Il doit au moins envoyer ce collaborateur assister aux inventaires physiques de l'entreprise. Les inventaires physiques ne se limitent pas uniquement au stock, mais également les immobilisations. Donc l'inventaire des immobilisations et des stocks est une obligation légale. Aucune clôture des comptes ne peut se faire sans détermination des stocks et sans vérification de l'existence des immobilisations dans l'entreprise. Mais l'observation physique dépasse ces deux éléments. Il peut concerner tout autre élément d'actif, à titre d'exemple les titres de participation, les effets à recevoir, les espèces en caisse et les effets à payer. Donc, il ne concerne pas uniquement l'actif, mais il peut concerner également le passif. Donc, la vérification de l'existence des actifs permet à l'auditeur de s'assurer que les montants comptabilisés existent bien réellement. Bon, c'est un travail indispensable pour permettre de s'assurer que les actifs existent et existent réellement. Donc, les lois comptables obligent les entreprises à mener et à effectuer des inventaires au moins à chaque établissement de états de synthèse. Donc, le commissaire aux comptes utilise cette technique pour qu'il puisse faire une confrontation entre les existants réels et les éléments comptabilisés. Nous prenons deux exemples. Premier exemple, un inventaire physique des éléments en stock. Lors d'un inventaire, on vous dit qu'on a constaté un lot où le roulement est très lent. Dernier mouvement l'année dernière. On a vérifié sa valeur et on a trouvé qu'il est correctement évalué. Il est évalué à son coût de 345 600. Mais ce stock, puisqu'il n'a pas tourné correctement, cela signifie que c'est un stock qui doit apparaître au bilan avec une dépréciation. Une provision donc a été négligée, ce qui fait que les comptes de l'entreprise ne sont pas sincères et le résultat
de l'entreprise n'est pas correct. Deuxième exemple, l'inventaire physique des machines. On a constaté que une machine acquise le 2,4N-6 n'existe pas, alors qu'il est toujours en comptabilité, puisque cette dernière a été sinistrée par un incendie. Donc, en principe, les actifs qui figurent au bilan doivent être existants et doivent être opérationnels. Tout actif mis hors service ou tout actif sorti pour une raison ou une autre de l'actif du bilan, il doit être constaté en sortie. Alors ces deux éléments également, au niveau des stocks, au niveau des IMO, vont impacter d'une manière considérable le résultat. Alors que doit-on faire pour les stocks? Nous avons dit, donc ce stock, il est réel, il existe, mais il n'est pas déprécié. Donc l'inventaire physique nous a permis de constater que le stock est bien réel, mais la fiche de stock nous a démontré que le dernier mouvement date de l'an dernier. Donc c'est un stock endormi, c'est un stock pour lequel le commissaire aux comptes va chercher les causes. S'il s'agit d'un stock inutilisable par la suite, il doit être constaté en sortie, et s'il est encore utilisable, il doit être au moins déprécié. Donc là, il manque une dépréciation pour ce stock. Et si on constate ces dépréciations, ce serait une dotation en provision pour dépréciation des stocks qui va réduire le résultat qui figure dans le bilan de l'entreprise. Donc voilà pour le premier exemple. Il manquait une dotation aux provisions qui doit être jugée par le commissaire aux comptes, en prenant en considération la valeur actuelle de ce stock endormi. Deuxième exemple, on a constaté qu'une machine n'a pas été constatée en sortie. De ce fait, l'amortissement qui a été constaté a été un amortissement annuel. 972 000 fois 10%, 97 200. Mais la dotation qui mérite d'être constatée, c'est la dotation au prorata temporis du 1er janvier jusqu'à la date de sinistre. 972 000 fois 10% fois 3 douzièmes, parce que la machine a été incendiée et détruite complètement en mars. D'où donc une dotation de trop, 72 900. Il convient d'annuler en débitant le compte amortissement, matériel d'outillage, et en créditant le compte dotation de 72 900. Donc, les charges de l'exercice vont diminuer de 72 900. Puis, on doit constater la sortie de la machine incendie. Une machine détruite ne doit pas figurer en actif, sinon votre actif est gonflé et contient un élément inexistant. On doit calculer le cumul des amortissements, 583 200, et la VNA. Et on doit constater l'écriture en débitant l'amortissement de 583 200, en débitant la VNA de 388 800 et en créditant le compte matériel d'outillage de 972 000. Alors l'impact sur le résultat de ces éléments, donc il y a une dotation qui a été annulée, une charge de moins, un résultat de plus. Et puis une VNA qui n'a pas été constatée, donc le résultat va diminuer. En fin de compte, l'impact sur le résultat par la correction apportée au compte matériel d'outillage, le résultat existant doit diminuer de 381 510. Donc de ce fait, on constate que si on ne fait pas l'inventaire, on ne va pas constater un petit peu ce genre de différence. Or, l'actif qui figure sur le bilan de clôture doit être un actif réel, existant. Voilà donc pour les techniques de l'observation physique. Puis, deuxième technique, la confirmation directe ou ce qu'on appelle techniquement la circularisation des tiers. Le rapprochement entre la comptabilité et les données internes de l'entreprise et les données externes, donc des comptabilités qui sont rapprochées à la comptabilité de l'entreprise, est très nécessaire pour détecter les anomalies et les irrégularités entre les deux comptabilités.
on constate de nombreux comptes qui sont réciproques aux opérations qui se passent chez les partenaires de l'entreprise. Donc les domaines concernés, les terrains et constructions, on peut s'assurer de leur existence par la demande des titres de propriété auprès de la conservation foncière. Pour les brevets et marques, on peut s'assurer de leur existence par le contact de la propriété industrielle. Les créances sont des clients auprès des autres débiteurs. On doit donc s'assurer de nos ventes et de nos créances en adressant des lettres aux clients pour qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs dettes envers notre entreprise. Valeur mobilière de placement auprès des OPCVM et auprès des banques qui gèrent le portefeuille de l'entreprise. Les disponibilités, donc on peut également vérifier l'avoir de banque par des relevés bancaires ou des espèces auprès des accréditifs. Emprunt et dette, on peut également séculariser, envoyer des lettres aux organismes de crédit pour s'assurer des montants, et ainsi de suite. Donc il y a énormément d'éléments de ce genre. Alors la sécularisation, elle se fait de la manière suivante. Choix de l'élément à confirmer, sélection des tiers à séculariser, échantillonnage quand la population est large, on est obligé de réduire la population, préparation des lettres à envoyer aux tiers, mais avant de les envoyer, les normes d'audit obligent l'auditeur à obtenir l'accord de l'entreprise. Donc, une fois l'accord donné, les lettres établies sont envoyées, soit partiellement en cas de population réduite, soit au total de la population en cas où la population est réduite. Donc, il y a discussion donc, avec les tiers, et puis on obtient les réponses. Alors, les réponses peuvent être satisfaisantes, et on va dépouiller les réponses. Ils peuvent être non satisfaisantes, et à ce moment-là, on doit chercher un autre moyen pour déterminer, si vous voulez, comment contrôler les montants comptabilisés par l'entreprise afin de s'assurer de leur exactitude. Donc, une application, donc là, on fait les choses suivantes. La technique de recoupement ou de demande d'information auprès des tiers est toujours faite par des rapprochements entre les données internes et les données reçues sur les lettres reçues des tiers que nous avons circularisées. S'il y a conformité des données comptables et des réponses des tiers circularisées, nous sommes en face d'une comptabilité apparemment sérieuse. S'il y a des incompatibilités, on doit mener des enquêtes et rechercher l'origine des différences. Nous avons l'exemple suivant. Une entreprise A a acheté des marchandises auprès de B. Et A, c'est l'acheteur, B, c'est le vendeur. Chez A, on retrouve que l'achat est de 500 000 et que la TVA récupérée de 100 000 et que le fournisseur est crédité de 600 000. Chez B, quand on a circularisé B, A a envoyé l'auditeur qui audite la comptabilité de A, a envoyé une lettre à la société B, qui est un fournisseur, elle a trouvé que la vente chez A été créditée uniquement de 450 000, alors que chez B, il est crédité de 450 000, alors que chez A, l'acheteur, il est de 500 000. La TVA est de 90 000 et que la créance chez B, qui est le débiteur ici, c'est A, 540 000. Donc, on constate ici dans cette situation qu'il y a une incompatibilité des chiffres. Alors, quels sont les risques des différences constatées? Il faut qu'il y ait une enquête approfondie. Mais là, nous pouvons dire, à titre d'exemple tout simplement, que entre l'acheteur de A, la direction d'achat, et la direction commerciale de B, il y a une complaisance